Donc, je vous avais dit que le premier roman était japonais, mais peu de temps après, on a eu droit à notre premier roman français avec un auteur qui s'appelle Chrétien de Troyes. Alors, paniquez pas, si vous prenez des notes, et j'espère que vous prenez des notes, pour l'orthographe des noms d'auteurs et des noms d'œuvres, je les mettrai sur mon hatchback, je les mettrai en ligne, bien entendu. Comme ça, vous aurez la bonne orthographe, pas de souci. Euh, donc Chrétien de Troyes, qui est considéré comme le premier auteur d'un roman français, langue romane, donc roman proprement parlé. Qu'est-ce qui se passait au Moyen Âge avant Chrétien de Troyes? Il y avait deux genres littéraires dominants. Il y avait ce qu'on appelait la chanson de geste. La chanson de geste, qu'est-ce que c'était? On racontait des exploits militaires. Voilà, on racontait des batailles, c'est vraiment les gens qui se tapaient dessus, comment tel roi a gagné tel roi. On transmettait bien sûr l'histoire hein, de cette manière-là. Ça a été un moyen de transmettre les connaissances, le savoir pendant très longtemps. Mais la chanson de geste, voilà, c'était seulement les exploits guerriers. Et en concurrence à cela, il y avait la poésie lyrique. Et la poésie lyrique, c'était les histoires d'amour, le berger, la bergère, voilà, qui allait dans les champs cueillir des pommes, se faire des bisous, une merveille comme ça. Mais c'était deux genres assez opposés, qui pourtant étaient destinés à être récités, étaient destinés à être chantés, mais bon, un qui parle de guerre, un qui parle de baston, et l'autre qui parle d'amour et de sentiments. Chrétien de Troyes s'est dit, bon, ben moi j'ai envie de faire un genre littéraire qui va parler des deux. Pourquoi ne pas mêler les grands sentiments avec les exploits guerriers? Bon, bah, simplement, il y a pensé, il l'a fait. Ça a donné des romans du coup en prose, particulièrement inspirés de la légende arthurienne. Alors, légende arthurienne, vous connaissez, c'est le roi Arthur et la quête du Graal. Attention, ce n'est pas Chrétien de Troyes qui est à l'origine de ces mythes arthuriens. Hein. On ne sait d'ailleurs pas bien qui est à l'origine de ces mythes, de l'histoire du roi Arthur, Excalibur, la quête du Graal. Mais Perceval, en tout cas, a été le premier, Perceval, pardon, excusez-moi, Chrétien de Troyes a été le premier à écrire un roman sur la légende arthurienne. Du coup, dont les personnages principaux étaient Perceval et Lancelot, c'était le nom de ces romans. Hein. Ils portaient les titres, ils portaient le nom des personnages principaux, donc Perceval, Lancelot, donc Lancelot le comte du Graal, la fameuse quête du Graal que vous connaissez déjà un petit peu. Donc en fait, au Moyen Âge, à part ça, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu des romans, hein, mais pas digne d'être retenu. Ou c'était des semi-romans. Il y avait le concept de roman, il y avait, on se disait tiens ça c'est des histoires quand même, c'est différent d'avant, c'est pas vraiment de la poésie, c'est pas vraiment de la chanson. Il y avait un côté romanesque, un côté un enchaînement de péripéties. Il se passait quelque chose, mais bon, l'auteur se disait allez je mets pas de prose. D'accord. Donc il n'y avait pas les caractéristiques du roman. C'est pour ça que je vous demande pour le roman médiéval de retenir uniquement Chrétien de Troyes, et c'est le XIIe siècle. Donc on est à peu près dans les années 1160. C'est qu'au médiéval, au Moyen Âge, c'est dur d'avoir des dates exactes. On est à peu près sur du 1160 pour cette période-là. Et voilà, Chrétien de Troyes, lui, est un auteur qui est mort à la toute fin du XIIe siècle, en 1190, si vous voulez noter les dates. Euh, donc Moyen Âge, il ne se passe pas grand-chose, mais je vous en parle parce que c'est là où est né le premier roman français. En revanche, il se passe quelque chose de très intéressant en Europe à la fin du Moyen Âge, c'est-à-dire autour des années 1500. On a un auteur français que vous connaissez peut-être de nom et qui s'appelle Rabelais. Rabelais, lui, écrit un roman, mais vraiment hors du commun, qui a marqué vraiment les esprits de l'époque. Alors, Rabelais raconte les histoires de géants qui s'appellent Gargantua et Pantagruel. Ces géants, bon voilà, qui sont conduits par leur appétit, ils aiment boire, ils aiment manger, ils sont toujours en quête de nourriture, et ce sont des textes très comiques. Il n'y a plus du tout cet aspect héroïque, chevaleresque qu'on avait au Moyen Âge. On passe vraiment dans quelque chose de burlesque, de grotesque même, avec des personnages qui sont, je dirais pas qu'ils sont ridicules, mais ils sortent vraiment de l'archétype du héros. Vraiment, c'est le géant qui pense qu'à bouffer, quoi. Hein. Et c'est ce qu'on considère comme étant de la modernité. Pourquoi la modernité? Parce qu'à partir du moment où un auteur de roman arrive à se moquer de la génération précédente, on considère qu'il ne fait plus partie de la génération précédente, puisqu'il a déjà assez de recul pour s'en moquer. Et de fait,
on rentre dans une nouvelle époque. Et là, on était dans une époque de parodie. Ce sont les premiers, d'après moi, vrais romans en quelque sorte. C'est dans un français que même vous pourriez comprendre, contrairement au français de Chrétien de Troyes, hein, qui est très très difficile à comprendre. Euh, du coup, ce sont des romans parodiques. On se moque beaucoup des romans épiques, des romans chevaleresques, de tout ce côté, le chevalier, le machin, on s'en moque complètement. Ces géants, Gargantua, Pantagruel, pour vous raconter le genre d'histoire que c'est, ils montent sur Paris, ils montent à la capitale, les Parisiens ont peur d'eux, et qu'est-ce qu'ils ont comme idée? Eh bien, ils se réfugient sur le toit de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, et ils vont littéralement faire pipi sur les Parisiens du haut de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ils vont voler les cloches de la cathédrale pour les mettre autour du cou de leurs juments. Enfin, ce genre vraiment d'action complètement saugrenue, on n'est vraiment pas dans quelque chose de grandiose, on est vraiment dans de la parodie, on est vraiment dans quelque chose de comique. Donc il est bizarre, il est un petit peu étrange de dire que les premiers grands romans français parlaient pas de choses hyper sérieuses, c'était des textes très décontractés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement au roman de Chrétien de Troyes, il y a dans les textes de Rabelais une dimension philosophique. On veut faire réfléchir le lecteur. On veut vraiment le faire réfléchir. Euh, on veut que le lecteur pense par lui-même. Il ne s'agit plus simplement de le distraire avec des histoires de chevaliers, de princesses, de machin. Il s'agit de le faire réfléchir. On met le personnage dans des situations et le lecteur doit se demander qu'est-ce que je ferais si j'étais dans la même situation. Le personnage n'a pas tort de penser ça. Est-ce que moi je pense pareil? Est-ce que je pense contre? Bon, bref, on rentrait dans une dimension beaucoup plus philosophique. En Espagne, il y a un auteur que vous connaissez souvent qui s'appelle Cervantes, qui a écrit un livre très connu qui s'appelle Don Quichotte. Don Quichotte aussi, alors c'était un petit peu plus tard, puisque là on est en 1605. Don Quichotte, eh bien c'est pareil, on est typiquement dans cette moquerie du roman, des premiers romans et des textes en tout cas médiévaux. Don Quichotte, c'est donc un vieux noble qui passe énormément de temps à lire les poésies lyriques du Moyen Âge, les chansons de gestes, voire les romans médiévaux. Et il se rêve chevalier. Donc il se déguise en chevalier dans cette Espagne du XVIe siècle, donc, voire du XVIIe, qui n'a plus aucun lien avec ça, puisqu'il n'y a plus de chevalier à cette époque-là. Le chevalier, c'est le Moyen-Âge, là, on est déjà sur la Renaissance. Bon, ça n'a aucun sens. Ce personnage est ridicule. Comme il n'a pas de combat à faire contre d'autres chevaliers, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va se battre contre des moulins. À côté de lui, son acolyte, c'est pas un personnage particulièrement héroïque, c'est un petit gros moustachu poilu qui s'appelle Sancho Panza et qui monte un âne dégueulasse. Donc, on est vraiment dans de la moquerie. On est vraiment en train de se moquer des textes chevaleresques du Moyen Âge. Et ça, c'est la modernité. Voilà, on a pris du recul sur cette époque, on est capable de s'en moquer. Voilà pour les premiers romans modernes. Et 15e, 16e siècle, ça se passe un petit peu comme ça. On est vraiment dans un côté, on fait réfléchir, on réfléchit nous-mêmes en tant qu'auteur, et on prend du recul sur l'époque précédente en se moquant. Au XVIIe siècle, on assiste à la naissance d'un autre grand mouvement romanesque qui est le roman baroque. Alors le roman baroque, pour faire simple, ce sont des histoires d'amour à rallonge. À rallonge. C'est des livres qui font au minimum 400 pages, mais parfois, encore une fois, typiquement, si vous cherchez des romans à 1000 pages pour remplir votre bibliothèque avec un truc bien épais, ça sera le roman baroque. Vous pouvez avoir 40, 50 pages de dialogue amoureux, les personnages qui se disent mais je t'aime, non c'est moi qui t'aime plus, mais que ferais-tu pour moi, machin. Un truc incroyable, très lourd à lire, peut-être que vous aimeriez bien, mais aujourd'hui pour un lecteur moderne je crois que c'est un petit peu dur à appréhender. D'ailleurs, si je vous dis les noms de Urfé, Scudéry, Huet, qui sont des grands auteurs de textes baroques, ils seront probablement pas familiers. Je vous disais Rabelais, Cervantes, je vous parle de Zola, je vous parle de Balzac, bon, vous allez dire ça me dit quelque chose. Là les noms que je viens de vous citer, probablement rien. Peut-être, je vous le souhaite, mais la plupart des lecteurs modernes ne seront pas familiers avec ces auteurs-là. Donc, ce roman baroque, c'est vraiment quelque chose de très sentimental, très classique, voilà, l'histoire d'amour. Pareil, un peu comme je disais avec la poésie lyrique, ça se passe dans les champs, mais à la différence
il y a une grosse différence avec la poésie lyrique, c'est que les amoureux connaissent des épreuves, des séparations à cause d'une guerre, à cause de la famille, et tout au long de ce roman, ils doivent se battre pour se retrouver. Donc chacun mène sa quête de son côté pour retrouver l'être aimé, et à la fin, c'est systématique, il n'y a pas d'exception, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà, ça se finit toujours bien. Le roman baroque, ça se passe comme ça. Donc un grand livre à reconnaître, à retenir, pardon, c'est L'Astrée, d'un auteur qui s'appelle Honoré d'Urfé. Et en opposition à ce genre romanesque, qui est le roman baroque au XVIIe siècle, apparaît un autre genre qui s'appelle le roman galant. Alors là, ils ont dit qu'est-ce qui est pénible dans le roman baroque? Ben, c'est que c'est trop long, c'est que c'est ennuyeux. Donc les auteurs de romans galants se sont simplement dit on va faire quelque chose de plus réaliste. Je vous fais une petite parenthèse, un petit flashback sur le roman baroque. Les baroques adoraient utiliser des personnages mythiques, mythologiques, c'est-à-dire qu'ils allaient emprunter des personnages de l'Antiquité grecque et ils allaient prendre les vieilles histoires d'amour de l'Antiquité et ils allaient les actualiser un petit peu, ils allaient les réécrire si vous voulez, mais bon, on sortait du réalisme. On se disait en lisant ça, c'est des personnages qui ont vécu il y a 2000 ans, bon, quoi ça nous concerne. Donc les auteurs de romans galants, c'est le même siècle, hein, c'est le XVIIe siècle, c'était très peu de temps après, se sont dit on va pas faire ça, nous ok on va quand même parler d'amour, parce que ça intéresse les gens évidemment, on va quand même parler d'amour, mais on va faire des textes plus courts, ça sur 150, 200, allez, max 300 pages, et surtout, on va rendre ça plus réaliste. Exit les personnages mythiques, mythologiques, on va simplement voilà, parler des personnages de notre société, de notre époque, qui vivront des histoires d'amour. Le roman le plus connu, vous pouvez noter, c'est La Princesse de Clèves, d'une femme écrivain, c'est assez rare pour le souligner à l'époque, hein, qui est Madame de Lafayette, un nom qui en revanche est peut-être familier. Voilà pour le XVIIe siècle, et on va attaquer dans la troisième et dernière vidéo l'époque très très moderne, justement.